À 2438 mètres au-dessus du port de Douvres, un groupe de Focke-Wulf 190 possédait le ciel. La côte anglaise s'étendait en dessous d'eux, sans défense. Puis un chasseur britannique apparut, se rapprochant rapidement. Il avait une hélice massive à 4 pales, des ailes épaisses et des bandes jaunes audacieuses sur son fuselage. L'appareil semblait brutal, presque primitif, comparé à leurs élégants Focke-Wulf. Ils plongèrent pour s'échapper, mais d'une manière ou d'une autre, le chasseur rayé resta collé à leur queue. Son moteur hurlait à plein régime, un son différent de tout groupe motopropulseur qu'ils avaient entendu. Puis vint le feu des canons de 20 mm. Alourdis par leur charge de bombes, les Focke-Wulf 190 ne pouvaient pas se débarrasser de leurs poursuivants. Dans le désespoir, ils larguèrent tout, leur armement éclaboussant sans danger dans le canal en dessous, tandis qu'ils retournaient vers la sécurité. À 708 km/h, le chasseur rayé rendait clair que la domination de la Luftwaffe était terminée. La côte sud de l'Angleterre gisait exposée en 1940, avec des défenseurs scrutant les cieux gris pour la prochaine vague de bombardiers de la Luftwaffe. Le Supermarine Spitfire et le Hawker Hurricane, bien que héros de la bataille d'Angleterre, faisaient face à un adversaire de plus en plus redoutable. Le Messerschmitt Bf 109E, avec son taux de montée supérieur et sa vitesse en altitude, commença à surclasser systématiquement les chasseurs britanniques. La supériorité aérienne, pierre angulaire de la défense, ne tenait qu'à un fil. Les commandants de la RAF comprenaient cette nouvelle menace. Le renseignement avertissait que le Focke-Wulf 190, un chasseur allemand avancé, rendrait bientôt les avions existants obsolètes. En réponse, le ministère de l'Air émit la spécification F-18-37 demandant un chasseur capable d'opérer à des vitesses approchant 724 km/h à 4572 mètres, armé d'une puissante batterie de canons. Sidney Cam, le brillant concepteur derrière le Hurricane, faisait face à un défi audacieux. Sa réponse fut d'installer le massif moteur Napier-Sabre dans une cellule entièrement nouvelle. Les 24 cylindres du Sabre étaient disposés en configuration H, déplaçant 36 688 cm3 et générant plus de 2200 chevaux, plus du double de la puissance du moteur Merlin dans un Spitfire. Entièrement chargé, le nouvel appareil pèserait environ 4 990 kg, avec une envergure de 12,50 m et une hélice de 4,27 m, la plus grande jamais montée sur un chasseur monoplace. Les conceptions initiales pour l'armement incluaient 12 mitrailleuses Browning de 7,70 mm, mais il fut rapidement décidé que l'avenir résidait dans une puissance de feu plus lourde. Sur le papier, le nouvel appareil, le Hawker Typhoon, promettait d'être une force dominante, capable de vitesse de 644 km/h à 5486 mètres. Le ministère de l'Air, convaincu par les performances projetées, commanda ni l'appareil avant même que le prototype n'ait quitté le sol. Le matin du 24 février 1940, à l'aérodrome de Langley, The Hawker était froid et gris. Philippe Lucas, pilote d'essai en chef, se glissa dans le cockpit exigu du prototype Typhoon P 5212. Il avait piloté des machines dangereuses auparavant, mais rien d'aussi expérimental que celle-ci. Le moteur Napier-Sabre, 24 cylindres amorcé avec un carburant exigeant et un calage d'allumage précis, était une bête attendant de se réveiller. 2 cartouches de démarrage Kaufmann étaient prêtes, des secousses explosives pour traîner le moteur à la vie. La première cartouche se déclencha. Le Sabre toussa, trembla, puis éclata dans un rugissement qui fit trembler les hangars et envoya les équipes au sol plongées à couvert. Des flammes blanc-bleu crachèrent 1,80 m des collecteurs d'échappement courts. Les tests de roulage furent déconcertants. Les commandes étaient lourdes, paresseuses. Même à 64 km/h,
la gouverne de direction exigeait chaque once de force de Lucas. Le couple de l'hélice massive tirait le Typhoon sur le côté à chaque entrée de gaz. Le décollage amplifia chaque danger. Lucas poussa la manette en avant. Le Typhoon surgit le long de la piste, atteignant 161 km/h en 8 secondes, le nez oscillant sauvagement sous le couple. La sueur perlait alors qu'il luttait avec la gouverne de direction, ne relâchant le manche qu'à 193 km/h. La montée fut furieuse, 835 mètres par minute, mais l'avion tremblait sous sa propre puissance. Puis, à 4572 mètres, un flotteur violent traversa les commandes. La pression se déplaça à l'arrière du fuselage, où la section principale rejoignait l'empennage. Le métal se tordit, une ligne déchiquetée se fendant, la lumière du jour brillant à travers l'espace. L'esprit de Lucas s'emballa. S'éjecter et risquer que le sabre explose, ou lutter pour ramener le Typhoon au sol. Il choisit cette dernière option, agrippant les commandes, priant pour que le fuselage tienne. La descente fut une bataille. Le train d'atterrissage trembla au contact, la cellule gémissant, mais Lucas amadoua l'appareil jusqu'à un arrêt complet. Le Typhoon survécut, mais ses problèmes ne faisaient que commencer. L'équipe de conception de Hawker se précipita durant l'été de 1940 pour corriger les défauts exposés par les vols d'essai de Lucas. La section de queue du Typhoon fut redessinée avec des plaques de poisson externes et les cloisons internes furent renforcées. Les longerons d'ailes furent renforcés pour gérer le couple du moteur massif. La disposition originale à 12 canons fut abandonnée en faveur de 4 canons Hispano de 20 mm, donnant aux chasseurs une augmentation marquée de la puissance de feu. Septembre apporta le second prototype, P5216, mais de nouveaux problèmes firent surface. Le calage des soupapes à manchon du Napier-Sabre restait erratique. Des températures des cylindres oscillaient sauvagement et la puissance augmentait de manière imprévisible, causant de fréquentes défaillances de moteur. Démarrer le moteur était devenu un rituel élaboré d'amorçage de carburant, de calage d'allumage et d'espoir pur. Des gremlins mécaniques hantaient chaque vol. Les vapeurs de carburant s'enflammaient sur les échappements chauds, forçant les pilotes à se précipiter hors pendant que les équipes arrosaient le nez de mousse. Les moteurs devaient souvent être entièrement remplacés. Encore plus insidieux était le monoxyde de carbone qui s'infiltrait dans les cockpits, forçant les pilotes à porter des masques à oxygène, même en dessous de 3048 mètres. Lors d'un entraînement, un Typhoon se tordit soudainement en vrille, son pilote terrassé par les fumées avant qu'il ne puisse réagir. Il plongea vers le sol. Un autre danger était la verrière à porte de voiture, articulée comme une porte d'automobile. Elle facilitait l'entretien au sol, mais au combat, se transformait en cage. À vitesse, la pression du vent la coinçait fermée, piégeant les pilotes à l'intérieur d'appareils endommagés, même lorsque le feu se propageait dans le cockpit. Comme un pilote le formula, décrivant les protections de fortune. Ils ont des extincteurs comme s'ils allaient disparaître de la mode. En décembre 1940, le programme Typhoon vacillait au bord du gouffre. Chaque vol révélait de nouvelles défaillances mécaniques ou structurelles, et les escadrons signalaient plus de pertes dues aux défauts qu'à l'action ennemie. Le chasseur destiné à dominer les cieux européens était devenu un fardeau. Mais le salut viendrait d'une source inattendue. Juin 1941 apporta des renseignements alarmants de la reconnaissance photographique de la RAF sur le nord de la France. Les aérodromes allemands révélèrent des chasseurs à ailes courtes et moteurs radio différents de tout ce qui avait été vu auparavant. En août, le Focke-Wulf 190 commença à apparaître au-dessus de la Manche. Conçu par Kurt Tank, le Focke-Wulf 190 était une machine compacte. Son moteur radial BMW 801 produisait 1677 chevaux dans une structure de 3979 kg. Avec une charge à l'air d'environ 206 kg par mètre carré, il avait une maniabilité exceptionnelle, tandis que les vitesses de pointe
dépassait 644 km/h à 6279 mètres, plus rapide que le Spitfire Mark V aux altitudes opérationnelles. L'armement était tout aussi redoutable. 2 mitrailleuses de 13 mm et 2 à 4 canons MG 150 et un bar 20 de 20 mm permettaient aux pilotes allemands d'engager à longue portée avec un effet dévastateur. Le Fighter Command de la RAF faisait face à une crise. Les Spitfire Mark V étaient surclassés en dessous de 7620 mètres. Le taux de roulis fulgurant du Focke-Wulf 190 donnait aux pilotes de la Luftwaffe des avantages clairs, permettant aux formations allemandes de frapper des cibles côtières avant que les intercepteurs ne puissent répondre. Le squadron leader Douglas Bader, l'as sans jambes, rencontra des Focke-Wulf 190 au-dessus du nord de la France en août 1941. Après un engagement où son escadron perdit 3 Spitfire sans abattre un seul chasseur allemand, il rapporta avoir affronté des appareils qui montaient comme des fusées et roulaient plus vite que tout ce que nous avons vu. Le programme Typhoon devint soudainement urgent. Mais malgré ses défauts mécaniques, il offrait un avantage critique, la vitesse. En dessous de 4572 mètres, l'altitude favorite du Focke-Wulf 190, le Typhoon pouvait atteindre plus de 644 km/h en vol horizontal, avec des vitesses en piqué dépassant 837 km/h, permettant aux pilotes de chasser les Allemands en fuite à travers la Manche. Le flight lieutenant Jan Malet se rappela l'accélération lorsque la poursuite chaude était mise en mouvement. C'était comme être frappé dans le dos avec une masse lorsque vous ouvriez les gaz. En décembre 1941, le NO-56 Squadron était opérationnel à la RAF d'Oxford. Le Typhoon avait toujours des maux de tête de fiabilité, mais des améliorations clés avaient amélioré la sécurité et les performances. Les verrières à porte de voiture furent échangées contre des bulles coulissantes, donnant aux pilotes une meilleure visibilité et une vraie chance d'échapper si les choses tournaient mal. Les sections de queue reçurent des plaques de poisson externes et les masques à oxygène devinrent standards pour combattre les fuites de monoxyde de carbone. Le 20 janvier 1942, les pilotes de Typhoon volèrent la première interception opérationnelle de l'appareil. Un Mark 1B, décoré de bandes de reconnaissance jaunes audacieuses, se rapprocha des chasseurs allemands au-dessus du port de Douvres à 2438 mètres. Le napier sabre hurla à plein régime, poussant le chasseur à 708 km/h, une vitesse inouïe à cette altitude. Les pilotes allemands, poussés à leur limite, rompirent la formation et plongèrent vers la côte française. Le Typhoon resta collé à eux, le feu des canons de 20 mm déchirant les ailes et le fuselage. Les Allemands n'étaient pas prêts. Choqués par la vitesse du Typhoon, ils larguèrent leurs bombes et s'enfuirent vers l'est. En quelques semaines, ces interceptions à basse altitude devinrent routinières, scellant le sort diurne de la Luftwaffe au-dessus de la Manche. En mars 1942, les raids diurnes allemands avaient effectivement pris fin. Avec son rôle verrouillé, le Typhoon fut remodelé en l'arme d'attaque au sol la plus redoutée de la RAF. Le Typhoon avait prouvé sa valeur contre les formations de Focke-Wulf 190, mais à la fin de 1942, les planificateurs de la RAF envisageaient un rôle plus agressif. Toute invasion de l'Europe occupée par les Allemands exigerait des appareils capables de détruire l'armure, les fortifications et les lignes d'approvisionnement. Le moteur Napier sabre immense du Typhoon fournissait une puissance inégalée par d'autres chasseurs. Alors qu'un Spitfire Mark IX luttait avec une seule bombe de 227 kg, le Typhoon était capable de soulever 2 bombes de 454 kg avec un effet minimal sur sa maniabilité. Le NO-181 Squadron
formé à la RAF d'Oxford en septembre 1942, fut le premier à voler des Typhoon équipés de bombes opérationnellement. Les correspondants de presse les surnommèrent rapidement « Bombfoons », un surnom qui resta malgré les froncements de sourcils officiels. Le squadron leader Derek Walker-Smith mena les premières missions en octobre pour frapper les dépôts d'approvisionnement allemands et les batteries côtières près de Cherbourg. Sa formation traversa une brume côtière épaisse, un manteau fragile contre les dangers en dessous. Attendant dans le ciel gris, les canons de défense anti-aérienne allemands de 88 mm, dirigés par radar et puissants, déchiquetèrent l'air. Le vol de Walker-Smith plongea souvent directement dans un mur de flaques, les fragments explosifs sifflant, martelant les ailes et le fuselage. Chaque Typhoon transportait ses 2 bombes de 454 kg avec des fusées retardées, forçant les pilotes à maintenir un vol droit et horizontal pendant 15 secondes tendues, sous le feu concentré. Chaque nerf hurlait de manœuvrer ou de s'éloigner, mais la discipline les maintenait stables. Puis, les bombes tombèrent, détonnant en boules de feu gigantesques qui brisèrent les dépôts d'approvisionnement en dessous. Pourtant, le coup était brutal. 2 Typhoon ne revinrent jamais, et 3 autres boitèrent de retour, avec de lourds dégâts de flaques. Les appareils revenaient criblés de trous, traînant des vapeurs de carburant, et nécessitant souvent des réparations majeures. Les limitations du bombardement de cibles lourdement défendues devenaient claires, mais une solution révolutionnaire était déjà en développement. La solution vint de la roquette RP-3. Ce projectile de 27 kg, avec une ogive explosive ou perforante, pouvait pénétrer jusqu'à 10 cm de blindage. Contrairement aux bombes, les roquettes permettaient des attaques sous des altitudes et des angles variés, laissant les pilotes manœuvrer défensivement, tout en frappant avec une puissance de feu immense. L'installation fut délicate. Chaque Typhoon transportait 8 roquettes sur des lanceurs à rails, 4 sous chaque aile. Les rails ajoutaient 180 kg et créaient une traînée significative. Le centre de gravité avant des roquettes altérait l'assiette de l'appareil, forçant les pilotes à un recyclage extensif. Une armure supplémentaire fut ajoutée pour protéger le pilote et les systèmes critiques. Combinée avec ses 4 canons automatiques Hispano de 20 mm, la puissance de feu du Typhoon était si destructrice qu'elle gagnait des comparaisons avec un destroyer naval. Une rafale de 2 secondes pouvait délivrer 86 obus de canon. En octobre 1943, le NO 181 Squadron lança les premières frappes de roquettes opérationnelles avec des RP-3 contre les stations radars côtières allemandes, près de Calais. Chaque roquette transportait une ogive de 11 kg, visant les bunkers en béton et les positions de défense antiaérienne du mur de l'Atlantique. Les pilotes plongèrent à des angles peu profonds, les roquettes filant au-delà des bouts d'ailes par paires. Les ogives déchirèrent les fortifications qui avaient résisté aux bombes conventionnelles. Le béton se fendit, l'acier se tordit, et les antennes radars s'effondrèrent dans des nuages de fumée et de poussière. Les frappes furent précises, impitoyables et spectaculaires. Une nouvelle arme qui transforma des positions auparavant imprenables en épaves brisées. En décembre, 18 escadrons équipés de roquettes formèrent le cœur de la RAF 2nd Tactical Air Force. Un entraînement intensif couvrit l'identification des cibles, la sélection des munitions et la coordination avec les contrôleurs au sol avancés. Au printemps 1944, le Typhoon s'était transformé d'un intercepteur troublé en un chasseur-bombardier redoutable. Le matin du 6 juin 1944 commença avec un calme étrange au-dessus des champs du sud de l'Angleterre. Dans les huttes de briefing éclairées par des lampes tamisées, de jeunes pilotes se penchèrent en avant, écoutant alors que des doigts traçaient des lignes à travers une carte géante de Normandie. Les défenses allemandes étaient marquées en rouge épais, un mur d'artillerie et de blindés attendant sur la rive opposée. À l'extérieur, les équipes travaillaient furieusement dans l'aube grise.
La peinture encore collante sur leurs mains, ils avaient plaqué les nouvelles bandes d'invasion pendant la nuit, des bandes noires et blanches encerclant le fuselage et les ailes. C'était une protection désespérée pour empêcher les artilleurs alliés de confondre amis et ennemis dans des cieux sur le point de se remplir de centaines d'appareils. Les Hawker Typhoon étaient accroupis sur l'herbe, des machines brutales, construites non pour la grâce mais pour la puissance, leurs hélices à 4 pales brillant dans la première lumière. Les équipes au sol retirèrent les cales. L'air comprimé siffla. Puis les moteurs sabres prirent vie avec un grognement guttural qui secoua les huttes et fit trembler les fenêtres. Un par un, les Typhoons surgirent en avant. Ils montèrent dans un ciel meurtri, les nuages suspendus bas et lourds. En dessous d'eux s'étendait la Manche, grise et agitée, pourtant transformée par l'armada d'invasion. D'horizon à horizon, les navires couvraient l'eau, destroyers, transports, péniches de débarquement et cuirassés. Les Typhoons se mirent à niveau à vitesse, 611 km/h, chacun transportant 8 projectiles de roquettes et le punch brutal de 4 canons de 20 mm. La traversée dura 20 minutes. Puis la côte surgit à travers les nuages. La Normandie s'étendit en dessous, déjà déchirée par le bombardement naval. Des piliers de fumée se tordirent dans le ciel. Les routes derrière les plages grouillaient de renforts allemands, des Panzer IV, des semi-chenillés, des camions d'approvisionnement, affluant vers l'avant à travers les haies. Le système révolutionnaire de soutien rapproché de la RAF se mit en mouvement. Les observateurs avancés allumèrent les champs avec des marqueurs au phosphore blanc, chaque explosion peignant une cible dans le bocage. Les Typhoons roulèrent en piqué, l'horizon basculant, alors que le hurlement du moteur sabre s'approfondit en un grognement. À 732 mètres, les pilotes lâchèrent leurs roquettes. Elles se détachèrent en traînées de feu, s'abattant sur les panzers de tête et d'autres positions allemandes. D'autres suivirent en succession rapide, les escadrons se détachant en attaque raide, les canons martelant. Les semi-chenillés se désintégrèrent, les équipes anti-chars se dispersèrent, alors que les obus de 20 mm marchèrent à travers leurs positions. Dans les haies, les véhicules brûlèrent. En milieu d'après-midi, le calendrier d'assaut de la 21e division Panzer gisait en ruine. Les commandants allemands rapportèrent sombrement que le mouvement diurne près des plages était devenu impossible. Au-dessus de la flotte d'invasion, les Typhoons tournèrent en arrière à travers les nuages, leurs ailes vides. Le soutien aérien rapproché de la RAF en Normandie rompit avec toutes les traditions. Les contrôleurs aériens avancés progressèrent aux côtés de l'infanterie. Des radios VHF serrées fermement. Avec un marqueur de fumée et un appel rapide, les frappes de Typhoon pouvaient marteler les positions ennemies en quelques minutes, contournant les chaînes de commandement lentes et bureaucratiques qui avaient tourmenté les batailles précédentes. Cette immédiateté devint la clé qui déverrouilla les défenses allemandes. À travers juin et juillet 1944, les escadrons de Typhoon devinrent la fer de lance de la puissance aérienne tactique alliée. Ils déchirèrent les blindés allemands, les colonnes de troupes et les quartiers généraux avec une précision croissante. Un raid près de Laeken laissa une marque inoubliable. Les Typhoon frappèrent un quartier général allemand, blessant le général Geir von Schweppenburg, commandant du Panzergruppe West, et éliminant la plupart de son état-major. La coordination blindée allemande cala pendant 2 jours complets, accordant aux Alliés un répit crucial pour presser en avant. L'efficacité de la frappe envoya un message glaçant à travers le champ de bataille. Le tempo était implacable. 4 ou 5 sorties par pilote par jour devinrent routine, un cycle punissant de montée, d'attaque et de retour. Au sol, les revirements de Typhoon étaient un spectacle de chaos organisé. Les équipes au sol, barbouillées d'huile et de sueur, remplaçaient les charges de roquettes en moins de 10 minutes, souvent pendant que les pilotes restaient attachés.
le Typhoon frappa avec une force qui se grava dans la mémoire. Horst Weber, un Panzergrenadier SS, se souvint. Nous avions 4 chars Tiger et 3 chars Panther. Nous étions convaincus que nous gagnerions une autre victoire ici, que nous écraserions les forces ennemies. Mais ensuite, les Typhoon ont largué ces roquettes sur nos chars et ont réduit les 7 en morceaux. Et nous avons pleuré. Stuart Hills, un commandant de chars britannique, se rappela ce qui s'était passé lorsque sa colonne fut embusquée par un Tiger le 2 août 1944. Les Typhoon sont venus, très bas et avec un rugissement formidable. Le deuxième avion a marqué un coup direct, et lorsque la fumée s'est dissipée, nous pouvions voir le Tiger gisant sur le côté, moins sa tourelle, et sans aucun signe de survivant. Mais les intersections lourdement défendues de la France intérieure s'étendaient devant. Personne ne le dit à voix haute, mais chaque pilote comprenait. Ce serait l'une des courses les plus difficiles depuis le jour J. Le briefing matinal portait un poids qui lui était propre. Les photos de reconnaissance gisaient sur la table, froides et cliniques. Un pan de voies convergeait sur falaise, les voies d'évitement bondaient de wagons de carburant et de wagons de munitions. Plus de 40 positions de flak encerclaient la cible, les défenses intérieures hérissées de canons de 88 mm guidés par radar. Sur la ligne de dispersion, les Typhoon étaient accroupis sous 8 roquettes RP3 et des ceintures complètes de 20 mm. L'armement supplémentaire ajoutait plus de 544 kg, un poids qui émoussait l'agilité et la montée. Les rails de roquettes traînaient à vitesse maximale. Les cieux couverts offraient dissimulation, mais les repères cachés forçaient la navigation au compas et à l'instinct. Falaise émergea de la brume. La cour ferroviaire s'étalait en dessous d'eux, la fumée s'enroulant des frappes précédentes. Puis le flak s'ouvrit. Des bouffées noires de feu de 88 mm fleurirent à 2743 mètres. Les Typhoon tremblèrent, alors que les fragments déchirèrent les ailes et le fuselage. Les rafales plus courtes de Bofors de 40 mm et de canons de 20 mm cousaient le ciel de flash. S'approchant du sud-ouest, les pilotes plongèrent à 676 km/h, l'air hurlant au-delà de la verrière. Des traînées de roquettes blanches arquèrent à travers le maelstrom, encadrant des cibles en mouvement avec un timing précis. En quelques secondes, les pilotes calculèrent portée, vent et vitesse de cible, tirant des pairs et des simples en succession rapide. Pendant le redressement, le chaos remplit leur cockpit. Les ondes de concussion secouèrent le fuselage, les éclats d'obus tintèrent contre le verre blindé, et les températures des cylindres montèrent en flèche alors que les moteurs sabres se tendaient. Le manche trembla dans les mains des pilotes, chaque commande lourde et paresseuse, les forces G les claquant dans leur harnais. La compressibilité secoua les ailes au-delà de 805 km/h, secouant la cellule et testant chaque once de compétence. Mais la course fut un succès. Les frappes de falaise laissèrent les Allemands chancelants. Les dépôts de munitions et les cours de triage brûlèrent. Les voies se tordirent sous l'impact des roquettes, les chars rendus immobiles. Les Typhoon n'avaient pas seulement attaqué, ils avaient déchiqueté l'infrastructure de la résistance, sculptant un corridor pour que les Alliés poussent plus profondément en France. La libération de Paris en août 1944 déplaça l'élan, mais la résistance allemande se durcit alors que les unités de la Wehrmacht reculaient vers le Rhin. En mars 1945, l'opération Varsity, l'assaut aéroporté allié massif à travers le Rhin, ni les Typhoon à leur prochain test. Plus de 1700 transports et planeurs transportèrent 2 divisions derrière les lignes allemandes. Les Typhoon supprimèrent les canons de 88 mm dirigés par radar le long du Rhin, attaquant bas pour éviter la détection, mais à portée du tir à alléger. Les roquettes déchirèrent les emplacements, dispersant les équipes et neutralisant les défenses. Plus de 400 sorties livrèrent des parachutistes, souvent avec des pilotes volant 6 missions par jour,
tandis que les équipes au sol ravitaillaient et réarmaient de manière quasi industrielle. En avril, le groupe Captain J.R. Baldwin marqua sa 15e et dernière victoire Typhoon. Les pilotes furent crédités d'environ 246 appareils ennemis détruits, un record extraordinaire pour un avion principalement d'attaque au sol. Le jour de la victoire en Europe arriva le 8 mai 1945, mais les escadrons de Typhoon firent face à l'incertitude. La RAF se démobilisa rapidement. Les appareils qui avaient été indispensables des mois plus tôt devinrent excédentaires. En octobre, les escadrons se dispersèrent. Les Typhoon furent mis au rebut et les moteurs Napier-Sabre démontés. Si vous avez apprécié cette histoire du monstre à 708 km/h qui a brisé les panzers allemands, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter vos réflexions et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes de l'aviation militaire.